Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, comme d'habitude au cœur des Vosges du Nord. Aujourd'hui, encore un sujet controversé. Il paraît que certaines personnes veulent quitter la France parce que la situation devient trop insupportable. Donc, encore un sujet très polémique qu'on va voir aujourd'hui. Faut-il quitter la France ? Donc, faut-il quitter la France ? Alors pourquoi cette vidéo ? Pourquoi aujourd'hui ? Eh bien en fait cette question a ressurgi dans nos milieux ces derniers jours, après la publication simultanée donc, de plusieurs vidéos de célèbres youtubeurs que vous connaissez bien, des youtubeurs classés à droite, des youtubeurs patriotes, nationalistes, etc. Donc qui apparemment vantent les mérites, les bienfaits de l'expatriation. Alors c'est pas un débat qui est tout à fait nouveau évidemment. Évidemment ces youtubeurs ou ces influenceurs ont leurs raisons, certaines sont légitimes, ou en tout cas sont compréhensibles, on va dire ça comme ça. Mais voilà, comme dit, c'est pas du tout un sujet nouveau, puisque il y a peut-être un an de ça, voilà, justement un de ces youtubeurs, un de ces influenceurs, avait déjà annoncé justement son projet de partir notamment aux États-Unis, et ça avait déjà causé une certaine polémique justement pour des raisons évidentes. Donc c'est un débat qui divise beaucoup entre ceux qui considèrent cette attitude comme étant de la trahison, de l'hypocrisie, justement au moment où la France est en grave danger, surtout quand on se dit patriote. Donc vous avez ceux qui les traitent de traîtres, d'hypocrites, etc., de fuyards, et puis vous avez ceux qui estiment que finalement, ces youtubeurs, ils ont bien raison, puisque la France finalement c'est un pays plein de taxes, d'impôts, on est imposé et taxé dans tous les sens. En plus de ça, vous avez de plus en plus d'insécurité, manifestement. Globalement, c'est un pays, si vous voulez, qui part un petit peu à volo, et pas qu'un petit peu en fait, on le voit tous, c'est évident, on en parle tous les jours. Voilà, c'est un pays où il est de plus en plus difficile de vivre, et je dirais même, c'est un pays dans lequel il est de moins en moins supportable de vivre, à bien des égards. Alors la réalité, c'est que cette question, elle est évidemment plus complexe, puisqu'elle dépend bien sûr des circonstances qui impactent les uns et les autres, selon les situations. Moi je ferai une distinction entre des cas légitimes, donc d'expatriation, parfois même des cas de force majeure, donc ils sont tout à fait légitimes, et je ferai une différence avec ce que j'appellerais cette tendance à l'expatriation, avec une espèce de mentalité très individualiste, libertarienne, voire même nihiliste en fait. Alors par exemple, il y a beaucoup de cas en fait, de cas individuels ou même souvent familiaux en fait, où vous avez des gens pour qui l'expatriation devient une nécessité vitale. Alors ça peut être pour des questions par exemple d'études. Vous avez des personnes effectivement en France qui ont de grandes qualités intellectuelles, etc. et qui finalement ne trouvent d'opportunités en termes d'études que hors de la France, pour aller vraiment dans des instituts ou dans des universités très prestigieuses. Bon, dans ces cas-là, ça peut s'entendre évidemment, puisque souvent ces gens-là vont partir pour quelques années au maximum, et puis ils vont revenir. Vous avez d'autres personnes aussi qui, pour des raisons là plutôt professionnelles, finalement ne vont trouver que certaines opportunités, ils vont les trouver que hors de France, ce qui est malheureux, surtout dans le domaine de l'ingénierie, de la recherche scientifique. Donc chaque année, il y a plusieurs milliers, si vous voulez, de cerveaux français qui s'en vont, qui partent à l'étranger. Donc il y a une fuite de cerveaux en France qui dure déjà depuis de nombreuses années. Alors parfois, vous avez aussi des projets d'expatriation qui répondent à un devoir d'État pour certains parents, et notamment, je dirais, ça peut être souvent le cas pour des parents catholiques. Des parents catholiques qui, aujourd'hui, surtout à l'heure où, encore une fois, on parlait justement de situations de moins en moins supportables, eh bien, c'était quand il y a 1 ou 2 ans, on a eu cette nouvelle fameuse loi contre le séparatisme qui a apporté un coup assez rude justement à l'école à la maison, ce qui est absolument scandaleux puisque là on voit vraiment qu'il y a une volonté de l'État zombie, c'est-à-dire de l'État zombifié par la caste actuelle, par le régime actuel, de contrôler absolument chaque aspect, chaque instant, si vous voulez, de l'éducation d'un enfant. Donc là, on retire de facto quasiment le moyen pour les parents d'éduquer leurs enfants à la maison. Quoi qu'il en soit, pour ces raisons-là ou pour d'autres encore, vous avez parfois effectivement des familles catholiques et même d'autres types de croyants, on le voit dans d'autres communautés d'ailleurs, chez les musulmans ou chez des juifs, qui s'expatrient parce que tout simplement ils estiment que la société française devient beaucoup trop décadente, il y a une pression du laïcisme qui devient de plus en plus insupportable, et donc vous avez parfois des parents catholiques qui ont de la famille à l'étranger ou des opportunités à l'étranger, opportunité professionnelle ou opportunité de s'installer tout simplement à l'étranger, ce qui est aussi un problème en France, surtout dans certaines grandes villes aujourd'hui. Et donc qui optent, si vous voulez, pour la solution de l'expatriation, pour le bien justement de leurs enfants, pour leur assurer un environnement catholique dans leur éducation.
Et puis vous avez des cas un peu plus extrêmes, hein, donc des cas légitimes, par exemple tout simplement la persécution judiciaire, la persécution politique, ça existe aussi. Je rappelle que ces dernières années, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, vous avez eu plusieurs écrivains qui ont été persécutés de façon extrême, hein, vraiment par le régime, d'un point de vue judiciaire, et qui ont été forcés de s'expatrier. Hein. Certains d'entre eux ont été mis en prison, par la suite ils sont partis s'installer à l'étranger, etc. Encore une fois, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, et la plupart du temps on est plutôt en désaccord en fait avec eux, mais peu importe, le fait est que, fondamentalement parlant, moralement, ces gens-là, dans leurs écrits, dans les écrits qu'on leur reproche, si vous voulez, il n'y a aucune faute morale en fait, hein, la plupart du temps. Il n'y a aucun problème moral fondamental. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'état des choses en France, et donc voilà, vous avez effectivement en France des écrivains qui sont mis en prison, ou en tout cas persécutés, et donc qui sont obligés de s'exiler. Donc là, nous avons vu effectivement des cas légitimes, des cas tout à fait compréhensibles. Cependant, d'une manière générale, moi je trouve quand même que la mentalité qui se dégage chez beaucoup de ces nomades patriotes, c'est une mentalité qui est quand même fortement teintée d'individualisme, d'un certain état d'esprit libertarien, évidemment que nous on ne peut pas approuver en fait, hein. En tout cas qui est très problématique je trouve. Et en plus de cet état d'esprit, je trouve qu'il y a aussi, si vous voulez, une espèce d'impression de défaitisme et presque de nihilisme, donc ça rend les choses encore plus insupportables. Ou en tout cas de moins en moins justifiables, tout simplement. Parce que si vous voulez, l'excuse de la Black Pill, bon, ça va 2 minutes, mais voilà, ça ne justifie pas tout, en fait. Alors oui, on sait que la situation en France est absolument insupportable. Elle devient de plus en plus insupportable, hein, pour quiconque a un minimum de sens civique, en fait, de moralité citoyenne, d'affection patriotique. On sait tous, voilà, nous sommes littéralement taxés jusqu'à la moelle, nous sommes dirigés par des traîtres, littéralement par des traîtres, hein, je veux dire, on l'a vu récemment avec le petit scandale qui a eu lieu au niveau de la Commission européenne, vous savez, avec la nomination de cette chercheuse américaine, quand même un petit peu problématique, hein, c'est un peu curieux. Voilà, nous sommes littéralement dirigés par des traîtres. Et en plus de ça, nous sommes taxés, peut-être, même pas peut-être, nous sommes certainement taxés bien plus que les derniers gueux du Moyen-Âge, c'est quand même incroyable. Et en plus de ça, nos impôts servent finalement à financer le train de vie des parasites du haut comme des parasites du bas. Mais bon, tout ça, on le sait, et puis ça ne date pas d'hier. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fout pas tous le camp? Pourquoi est-ce qu'on ne part pas tous? Pourquoi est-ce qu'on ne quitte pas la France pour l'île Maurice, pour le Texas, pour que sais-je? Bien, premièrement, j'ai envie de dire que nous ne sommes pas tous des youtubeurs ou des influenceurs, nous ne sommes pas tous des nomades digitaux, en fait. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, bon, déjà, il y a des questions de moyens, qui évidemment regardent les uns et les autres, mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, nous avons des attaches incompressibles à notre terre. Vraiment incompressible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen en fait d'imaginer s'expatrier comme ça, même pour quelques années, même pour quelques mois. C'est pas possible en fait, tout simplement. On n'a pas cet état d'esprit-là et on ne peut pas se le permettre en fait. Pour beaucoup d'entre nous, voilà, nous vivons dans notre pays. Quand je dis pays, c'est pas la France. Je parle du pays réel, hein, au sens voilà très maurassien. Par exemple, actuellement ici, je suis dans mon pays réel. C'est-à-dire que mes ancêtres vivaient ici en Varsovie, en Rhénanie, il y a 1500 ans de cela. Et je les connais, pour la plupart d'entre eux, par leur nom, par leur parcours, toute la biographie, parce que voilà, j'ai cette chance-là. Mais si vous voulez, pour moi, bah, c'est pas possible en fait de partir d'ici comme ça. C'est même pas possible, c'est même pas envisageable en fait. Ce serait pour moi plus qu'une démission, plus qu'une fuite en fait. Ce serait pire que ça. Ce serait vraiment une trahison. Ce serait vraiment déshonorer mes ancêtres. Donc ça, c'est pas quelque chose que je peux entendre. Et puis, il me semble qu'il y a quand même d'autres solutions au nomadisme digital ou patriote ou néo-patriote. Il y a quand même d'autres solutions avant de songer à l'expatriation, si vous y pensez. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez peut-être réfléchi à l'expatriation intérieure? Parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a en France énormément d'endroits qui n'attendent que vous, quelque part. Il y a énormément d'endroits où vous avez des opportunités. Par exemple, si vous cherchez des opportunités immobilières, vous avez beaucoup de mal, vous vivez dans des centres urbains ou en tout cas dans des métropoles, dans des communautés urbaines, voilà, où le prix de l'immobilier évidemment a explosé ces dernières années, pour plusieurs raisons, je vais y revenir. Mais en fait, si c'est un problème d'immobilier, d'accès à l'immobilier, d'accès à l'achat immobilier, il y a énormément de solutions qui s'offrent à vous encore aujourd'hui en France et il faut en profiter. Pareil, si vous voulez, si votre problème c'est vraiment de vouloir fuir les grandes villes dominées par la gauche intersectionnelle et par la gauche bourgeoise, par les bobos, par les socialos et les soi-disant écologistes, bien là c'est pareil. Franchement, je vous conseille, en tout cas d'y réfléchir. Il y a énormément de possibilités dans des villes, des petites villes, des villes de taille moyenne, et encore plus ici comme ici, au fin fond de la campagne. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a
énormément de coins en France où il y a moyen effectivement de développer énormément de choses, de développer une famille, de développer un business, de travailler tout simplement en tant que salarié, hein, et c'est tout à fait possible aussi, d'acheter de l'immobilier, d'acheter du terrain, etc., etc. Et mieux encore, de prospérer, véritablement de prospérer et vraiment de préparer une riposte. Parce que le problème que j'ai, si vous voulez, avec la mentalité expatriation, patriote, etc., encore une fois, c'est une mentalité très nomadique. Aux dernières nouvelles, voilà, on est quand même un peuple sédentaire, en tout cas maintenant. Et surtout, si vous voulez, pour revenir au sérieux, en fait, hein, on a quand même une situation en France, une situation politique qui est désastreuse, une situation anthropologique qui l'est encore plus. Nous sommes des militants, que vous soyez patriotes, nationalistes, pour nous c'est catholique avant tout. Quoi qu'il en soit, en tant que catholique, nous avons un devoir d'État vis-à-vis de la communauté nationale, et ce devoir, nous entendons bien l'assumer. Et pour l'assumer, il faut quand même un petit peu se trouver sur place. Et c'est sur place qu'il faut organiser une résistance, tout simplement. Je rappelle que la vraie résistance, en 1940-42, elle s'est pas faite à Londres. Elle s'est pas du tout faite à Londres. Elle s'est faite ici, en Alsace, ailleurs en France, et elle s'est faite également en Afrique du Nord. Elle s'est pas faite à Londres. Donc voilà, si vous voulez fuir l'enfer multiculturel, au moins temporairement, eh bien, consultez un petit peu, regardez un peu ce qui se passe dans tous ces coins de campagne française qui, effectivement, se désertifient et se vident, effectivement, et c'est là où il y a d'excellentes opportunités. Et l'avantage qu'on a en France, c'est que c'est à peu près beau partout, comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors bien sûr, on est tout à fait conscients, nous sommes tous conscients de la situation socio-économique en France, qui est absolument scandaleuse et lamentable. Nous sommes dans un pays qui se paupérise, en fait. Vous avez d'ailleurs de récentes études qui montrent que, sans surprise, on le savait déjà, mais qui montrent clairement que le carcan européiste a considérablement appauvri les Français, qui sont en fait de plus en plus pauvres par rapport aux Américains. C'est-à-dire qu'on avait, notamment dans les années 90, début des années 2000, on avait rattrapé les Américains en termes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en fait, notamment sur ces 5 dernières années, nous sommes en régression totale. Et pas seulement la France, l'Allemagne aussi, d'autres pays européens, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc c'est vraiment un système européiste. Et quand on annonçait ce genre de choses, il y a 10 ans, il y a 15 ans, moi je me souviens à la fac, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à toutes ces questions d'Union européenne, etc., à l'époque on me riait au nez, on me disait mais c'est pas du tout le cas, l'Union européenne c'est la prospérité, c'est ça qui nous fait prospérer, c'est ça qui nous protège face à la concurrence américaine. Bon, on sait très bien que tout ça c'était du pipeau, et on commence à en subir en fait les conséquences maintenant. À l'époque, tout se passait bien, il n'y avait pas trop de soucis, donc tout roulait, les gens n'avaient pas conscience de cela. Maintenant, ça arrive. Regardez un petit peu l'augmentation délirante du prix de l'électricité, qui va encore augmenter, là d'ailleurs, le 1er août, qui va encore augmenter dans les mois qui vont suivre. Donc clairement, au niveau de la situation socio-économique, on n'est pas sorti de l'auberge, ça c'est évident. Mais attention, il y a des solutions, et justement, notre état d'esprit, ce que j'essaie de transmettre en fait dans cette vidéo et dans tout ce que je produis, ce sont justement des solutions en fonction de la situation. Il faut s'adapter vis-à-vis de la situation, et la solution, ce n'est pas forcément de fuir la France. Alors bien sûr, si vous prenez la country peel, si vous choisissez effectivement de rejoindre le côté vert, eh bien, effectivement, c'est sûr qu'il y a moins d'opportunités professionnelles, par exemple, si vous allez habiter au fin fond de la Meuse, par exemple. La Meuse est un département qui est extrêmement désert, hein. Pourtant, c'est un très beau département. Il y a énormément d'opportunités, par exemple, en termes d'immobilier là-bas, ça coûte rien du tout. Vers ici aussi, en Alsace du Nord et aussi en Moselle. Bon, je ne vais pas donner trop de tuyaux non plus, j'ai pas du tout envie que tout le monde commence à se la ramener dans notre coin. Sauf si vous êtes catholique, bien sûr, là vous pouvez venir en masse. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'opportunités en termes d'immobilier. L'immobilier ne vaut pas grand-chose dans ces coins-là. Et il y a beaucoup d'autres coins comme ça en France, hein, sans doute, dans le centre, je sais pas moi, peut-être dans le sud aussi, dans certains coins, je connais pas du tout le reste de la France, donc voilà. En tout cas, ici dans l'Est, beaucoup d'opportunités, mais par contre, c'est vrai qu'il faut être prêt à habiter, voilà, à 1 heure de la grande ville, etc. Et encore, je suis généreux, ici en Alsace, on a quand même la chance, on a une chance ici en Alsace, c'est que même si on est au fin fond de la campagne comme moi, ici au fin fond des Vosges, bah, finalement, on n'est jamais à plus d'1 heure, 1 heure et demie de Strasbourg, ou de Metz, ou de Nancy. Pour mon cas, c'est Strasbourg, mais si vous êtes plutôt du côté Moselle, ben voilà, vous n'êtes pas loin de Metz finalement, ou de Sarreguemines, ou d'autres coins comme ça. Voilà, donc vous pouvez effectivement habiter, vous retrancher au fin fond de la campagne, vivre dans un cadre luxuriant en fait, parce que c'est ça l'avantage. Qu'est-ce qu'on cherche à fuir? On cherche en fait à fuir toutes les turpitudes
qui règne actuellement, si vous voulez, dans les espaces, dans l'urbanité exacerbée, donc des grandes villes actuelles, donc avec tout ce que ça implique, hein, donc exposition à la propagande LGBT, exposition au gauchisme en général, exposition à la criminalité, exposition à l'immoralité, etc., etc. Moi, je suis pas du tout contre les grandes villes, hein, c'est pas du tout un propos anti-ville que je suis en train de dire, hein, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Ma famille s'est installée il y a plus de 500 ans à Strasbourg. Voilà, je suis un fier Strasbourgeois. Mais voilà, c'est vrai qu'en Alsace, on a cette situation particulière. On peut vivre au fin fond de la campagne et être un vrai Strasbourgeois comme moi. Il y a aucun souci, il n'y a pas de contradiction. Dans d'autres coins de France, c'est quand même plus compliqué. Par exemple, en Meuse, que je connais aussi bien. Voilà, c'est sûr qu'il y a des hameaux littéralement vides, hein, complètement vides en Meuse, que vous pouvez acheter pour pas grand-chose. Mais bon, vous serez à 2 heures, voire peut-être 3 heures d'une ville. Je dis même pas d'une grande ville, mais d'une ville de taille moyenne à peu près. Donc ça, il faut s'y préparer. Mais par contre, vous y gagnez en termes de calme, en termes de qualité de vie, c'est certain. Mais voilà, il faut faire quelques concessions. Ça, c'est vraiment une question de maturité. Et aussi, bien sûr, d'opportunité. Vous pouvez pas faire ça si, par exemple, vous êtes dépendant vraiment d'une fonction salariale qui ne se trouverait vraiment que dans certains endroits, notamment dans des centres urbains, voilà, des métropoles en fait. Là, ça va être compliqué, sauf si vous arrivez à vous adapter, bien sûr, à des situations locales. C'est sûr que voilà, il n'y a pas autant d'offres d'emploi selon l'endroit où vous vous trouvez. Si vous avez par contre une formation, si vous voulez, qui est très demandée, ou en tout cas qui est hautement qualifiée, et qui est facilement exportable hors de votre lieu, si vous voulez, de résidence principale, hein, donc des fonctions, je sais pas moi, de médecin, des fonctions d'infirmier, des fonctions... Il y a plein d'exemples comme ça. Là, c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple de se déporter, effectivement, même dans des endroits, dans des régions au fin fond de la campagne. Alors, si vous êtes entrepreneur, ça dépend de quel type d'entreprise hein, vous dirigez. Est-ce que vous êtes artisan? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Est-ce que vous êtes programmeur web? Voilà. Là aussi, je veux dire, pour un programmeur web ou quelqu'un qui, comme moi, télétravaille énormément, ou en tout cas une bonne partie du temps, pour moi, il est évident qu'il faut voilà, se retrancher à la campagne. C'est absolument évident. D'ailleurs, il faut comprendre que là aussi, et ce conseil vaut aussi, peu importe que vous soyez encore locataire ou que vous soyez déjà propriétaire ou en tout cas en capacité d'être propriétaire, puisque il y a une différence aussi de taille hein, à ce niveau-là, à la campagne, que ce soit pour payer les traites de la maison ou que ce soit pour payer un loyer. Voilà, vous pouvez louer une maison ou un appartement à la campagne pour vraiment pas grand-chose dans la plupart du temps, alors que voilà, en ville maintenant, ça devient absolument délirant. Hein. Il y a une pression sur l'immobilier en zone urbaine et en zone périurbaine qui est de plus en plus énorme depuis, on va dire, 5 ou 10 ans, et ça ne fait que s'accélérer. D'ailleurs, à ce sujet, j'en parlerai dans le prochain numéro, ou en tout cas dans un des 2 prochains numéros de la revue du Fonds Saint-Mathieu, puisque je parlerai notamment de l'immobilier, des opportunités immobilières, hein, je reprendrai un petit peu ce que je viens de dire là, et je parlerai notamment de ma théorie que je commence à confirmer aujourd'hui, c'est que une partie de la pression à la hausse des prix de l'immobilier, pour le locatif, mais aussi pour les achats et reventes, en France et ailleurs en Occident, est en grande partie motivée, ou en tout cas générée, par la pression migratoire, très clairement. Et il y a des études maintenant qui le prouvent, j'avais cette intuition depuis longtemps, en fait il y a des études qui le prouvent. Donc plus d'immigration qui se déporte évidemment naturellement vers les grands centres urbains, c'est là où la pression migratoire se fait avant tout, eh bien tout ceci implique évidemment une demande en immobilier locatif ou à l'achat et à la revente plus intense, et donc par conséquent évidemment hausse des prix. C'est pas le seul facteur, mais ça y contribue clairement beaucoup. Parce que finalement la montée de l'immobilier est également générée, si vous voulez, par l'augmentation de la population. Sauf que nous savons qu'en France, il y a un problème justement démographique. Comme vous le savez, même Macron s'en rend compte aujourd'hui. C'est un peu délirant, hein, parce que dans le même temps, ils veulent mettre l'avortement dans la Constitution, et dans le même temps, ils se plaignent qu'on ait des problèmes effectivement de croissance démographique en France. Eux, leur solution, vous le savez, ça date pas d'hier, leur solution, c'est d'importer toujours plus de migrants. Et ça leur pose pas de soucis, hein, pour eux, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc en réalité, la population augmente en France aussi, et je dirais même de plus en plus, à cause justement de cette pression migratoire. Hein, c'est quoi, 400 000, 500 000 entrées par an, 200 000 avortements dans le même temps par an. Donc en réalité, l'accroissement de la population se fait aussi en grande partie de ce côté-là, et donc la pression sur les prix de l'immobilier se fait aussi à cause justement de cette pression démographique, de cette transition démographique qui est en réalité tout simplement une vague migratoire organisée par le régime. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette poussée justement hors des villes, ou en tout cas cette volonté
de la part du public patriote, national, conservateur, appelez ça comme vous voulez, cette volonté justement de ne plus subir, ou en tout cas de se mettre en retrait par rapport aux effets de la postmodernité, aux effets délétères de la postmodernité, c'est quelque chose qu'on observe pas seulement en France, mais on observe ça également ailleurs en Occident, en particulier aux États-Unis. Aux États-Unis, depuis 2 ou 3 ans, même plus encore, depuis 5 ans, je dirais au moins, vous avez justement cette tendance, et c'est vraiment une tendance lourde, où vous avez de plus en plus de familles ou d'individuels comme ça, et notamment beaucoup de jeunes en fait, qui quittent des endroits comme la Californie, tous les endroits autour voilà, de San Francisco, Los Angeles, Sacramento, ou qui quittent New York, ou qui quittent voilà, ces grandes villes qui sont aujourd'hui dominées par la gauche libérale démocrate, Chicago, et voilà tous ces coins-là, avec tous les problèmes qui règnent dans ces villes. Donc pareil, c'est la même chose. Donc propagande LGBT à l'école, dans la communication officielle de la mairie, criminalité exacerbée, conflits multiethniques, etc., etc. Voilà, à peu près la même situation, voilà, avec quelques différences bien sûr. Et donc ces gens-là partent pour des red states. Donc ils quittent les blue states. Vous avez un transfert, comme ça vous avez une espèce de grand remplacement, ou en tout cas de grande transition démographique qui se fait entre les red states et les blue states, ou plutôt dans le sens inverse. En tout cas, vous avez effectivement de plus en plus de gens qui quittent ces endroits-là pour aller vers s'installer par exemple dans l'Idaho, ou pour s'installer au Texas, ou s'installer en Floride, ou voilà dans des coins comme ça, au Montana, bon, dans des coins où ces dernières années, c'est des coins qui étaient considérés voilà comme des trous. Alors pas forcément le Texas et la Floride, c'est un peu différent, mais en tout cas voilà l'Idaho, Montana et tous ces coins-là. Voilà, c'est toujours été considéré comme des coins, un peu comme ici, des coins très forestiers ou très montagnards, voilà, vraiment des trous perdus, où l'immobilier, encore il y a quelques années, était vraiment très peu cher, et aujourd'hui les prix ont explosé parce que vous avez une poussée justement des gens qui viennent de Californie, qui viennent de New York, etc., et qui vont s'installer au Texas, en Floride, dans l'Idaho et ailleurs. Et ils vont s'installer là-bas, pas seulement pour l'immobilier, beaucoup d'entre eux c'est pour ça, mais pas seulement pour l'immobilier, mais c'est parce que vous avez effectivement des gouverneurs qui sont donc conservateurs, comme en Floride, au Texas, Idaho pareil, ce sont des gouverneurs des États conservateurs, où vous avez d'ailleurs depuis notamment 2-3 ans des lois par exemple très clairement bioconservatrices, donc par exemple anti-avortement, etc., etc., où vous avez également un environnement fiscal beaucoup plus avantageux. Et donc voilà, forcément les gens se disent à un moment donné, si je peux, s'il y a des opportunités professionnelles là-bas aussi, eh bien moi je vais dans ces régions-là où je vis beaucoup mieux, je vis pour moins cher, et je vis justement aussi en conformité, dans un endroit qui est en conformité à peu près avec mes valeurs religieuses, mes valeurs morales, etc., etc. Malheureusement, ça c'est un avantage qu'ont les Américains, en raison justement de la nature fédérale de leur nation. Nous, on a cette difficulté en France, c'est que on ne peut pas avoir pour nous, c'est pas la même chose en fait, c'est pas du tout la même chose. Si on devait prendre une comparaison, ce serait peut-être d'aller justement dans un autre pays européen, mais voilà, l'Europe malheureusement est faite de telle façon. Malheureusement, si on avait suivi le chemin de l'unité chrétienne, on serait effectivement aujourd'hui en Europe occidentale et centrale, nous serions le Saint-Empire en fait, tout simplement, et donc on aurait une espèce d'unité, de langue, etc. Donc ce serait très différent, mais aujourd'hui c'est très difficile en fait de déménager pour un Français, de déménager, je sais pas moi, dans des coins même qui sont réputés plus conservés à différents aspects, à différents égards. Je sais pas, vous en avez qui vont en Hongrie, d'autres qui vont en Roumanie, d'autres qui vont dans des coins à l'est de l'Europe en particulier. Bon, il y en a beaucoup qui en reviennent parce qu'ils voient bien que déjà tout n'est pas rose là-bas, loin de là. Je veux dire, la dégénérescence existe aussi là-bas. Donc voilà, on a cette difficulté en France, c'est que même si on se déporte à la campagne, eh bien quelque part on sera toujours soumis justement à tous ces problèmes structurels parce que l'État français étant fait comme il est, on va pouvoir gagner effectivement en qualité de vie, en tranquillité, on va pouvoir vivre dans un cadre luxuriant, etc., etc. Mais par contre, on sera toujours soumis aux mêmes taxes, on sera toujours soumis à la même propagande qui passera par d'autres canaux. Et ma foi, nous serions néanmoins toujours soumis, en tout cas potentiellement, effectivement, pour les plus radicaux d'entre vous en tout cas, à la potentielle pression du pouvoir politique pour des raisons X ou Y. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'accomplir ce que font les Américains, de le faire en France. Parce que finalement, si tous ces youtubeurs patriotes font la promotion de l'expatriation, c'est peut-être parce qu'ils succombent, à mon avis, à une forme de désespoir politique. Parce qu'en gros, c'est un peu ce qu'ils se disent. Finalement, ce qu'ils se disent, c'est voilà, on n'a aucun pouvoir politique, on n'a pas de représentation politique, tout est foutu, il n'y a rien qui bouge, on ne peut rien faire bouger, on ne peut rien organiser. Cependant, il y a vraiment une inquiétude qui est réelle là derrière. Il y a vraiment une vérité, c'est que évidemment, comparé aux États-Unis, nous avons vraiment un problème, si vous voulez, de représentation et de pouvoir politique en France. Même au niveau municipal, en fait. Et ça, c'est un grave problème. C'est-à-dire que
Voilà, l'État français étant fait comme il est, bon voilà, on n'est pas une fédération, donc il n'y a pas vraiment de moyen, si vous voulez, de se retrancher comme ça dans certaines régions. C'est beaucoup plus compliqué. Et malheureusement, et ça c'est quand même un problème, c'est un gros problème qu'on a en France. En fait, il y a deux problèmes qu'on a en France vraiment, actuellement, à l'heure actuelle. Bon, j'ai envie de dire qu'il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est évidemment un problème spirituel, anthropologique, ça vous le savez. Le deuxième problème, c'est le manque total d'unité doctrinale et d'organisation doctrinale. Ça, c'est quelque chose qui me sidère en France. Si vous regardez la situation il y a encore un siècle en France, il y a un siècle en France, vous aviez des immenses organisations catholiques, vous aviez l'Action catholique, vous aviez le Parti social français dont j'ai parlé hier, en tout cas l'autre fois, dans ma dernière vidéo. Vous aviez également, bien sûr, la Fédération nationale catholique, vous aviez toute l'Action catholique. Vous aviez vraiment toute une anthropologie vibrante et qui était capable de s'organiser politiquement et économiquement. Tout ceci a été foudroyé, balayé par la Seconde Guerre mondiale, par le nouvel ordre politique qui en est né, par la République gaulienne, il faut le dire aussi, en partie du moins, balayé avant tout par Vatican II, etc. etc. Donc il ne reste pas grand-chose finalement que des expressions éparpillées. Et donc voilà, il y a un énorme problème d'unité et d'organisation politique en France en fait. Alors qu'aux États-Unis, où vous avez des gouverneurs, par exemple comme Ron DeSantis, qui ont un pouvoir politique exécutif dans leur État et qui sont capables de mettre en place des lois très effectives contre l'avortement, des lois contre les entreprises qui pratiquent le capitalisme woke et qui au contraire vont favoriser par exemple la liberté d'entreprendre, les libertés économiques, etc. Donc on n'a pas tout ça en France et donc le combat politique et économique est très compliqué. Surtout quand on a effectivement cette espèce d'éparpillement insupportable, cet éparpillement doctrinal vraiment insupportable, et comme je le disais dans ma précédente vidéo, moi il y a quelque chose qui m'insupporte en France, c'est le manque de sérieux politique, au-delà du manque d'unité doctrinale, etc., qui est lié évidemment à la déchristianisation, ne vous trompez pas là-dessus, c'est clairement lié à ça, mais voilà, il y a un manque de sérieux gigantesque en fait. Et pourtant, il y a eu des propositions. Je pense notamment à celle de Civitas, qui a été faite, je crois, en 2018. Ils ont commencé vraiment à pousser ce projet de s'organiser et de reprendre des petites mairies. Ils avaient sorti des chiffres à l'époque. Il y avait, je sais plus combien, il y avait plusieurs milliers comme ça de mairies en France qui en fait ne trouvaient tout simplement pas de candidats. Il n'y avait pas de maire en fait ou de candidats simplement pour se présenter au municipal. Mais malheureusement, c'est vrai que tout ça, c'est difficile à mettre en place. C'est difficile à mettre en place pour les raisons que je viens d'expliquer. Je disais tout à l'heure que cette espèce de nomadisme qu'on voit aujourd'hui, nomadisme patriote, etc., ou nomadisme tout court, nomadisme libéral, où on voit aussi beaucoup tous ces gens qui vous font des vidéos, meilleur plan pour s'expatrier, pour aller en Thaïlande, pour aller ici ou là, à Dubaï ou je sais pas quoi. Si vous voulez, cet état d'esprit-là, c'est pas l'esprit aventurier français. On n'est pas du tout dans l'esprit corsaire ici. Parce que il y avait une dimension très importante dans l'esprit pionnier des Français d'il y a du grand siècle, on va dire, du grand siècle ou du début de l'époque moderne, donc avec ce mouvement vers le Nouveau Monde, etc. Puis ensuite les mouvements impériaux. C'est-à-dire qu'on ne partait pas seul. Alors il y avait d'abord les pionniers qui partaient seuls sans doute, mais ensuite on partait avec toute la communauté, on partait avec toute la famille et pas seulement toute la famille. Il y avait aussi le cousin, la tante, l'oncle ici. Puis il y avait aussi quasiment la moitié du village qui partait en même temps. Donc à chaque fois, c'était plutôt des projets vraiment communautaires. Je veux dire, si aujourd'hui, vous avez encore toute une partie de l'Amérique, le Québec, la Louisiane, qui parlent français, un petit peu moins maintenant aujourd'hui en Louisiane, mais il y a encore beaucoup de francophones en Louisiane, c'est bien parce que vous avez eu une émigration communautaire. C'est pas juste quelques clampins par-ci par-là qui sont partis, sinon il n'en resterait pas grand-chose. Donc on n'est pas du tout sur le même champ aujourd'hui, on est vraiment sur une émigration individualiste, etc. Il n'y a pas du tout ce même état d'esprit pionnier qu'on retrouvait il y a encore quelques siècles. Et ce qui est dommage, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive pas non plus à reproduire cet état d'esprit pionnier à l'intérieur des frontières françaises, là où vraiment ce serait le plus nécessaire. On a beaucoup de mal en fait à former justement ces mouvements communautaires comme ça se passe aux États-Unis. C'est très remarquable d'ailleurs parce qu'on dit souvent les États-Unis, c'est l'empire du libéralisme, du capitalisme et de l'individualisme. C'est sans doute vrai d'un certain point de vue, mais paradoxalement, d'un autre côté, les Américains sont aussi très communautaires. En tout cas, quand il s'agit de s'organiser vraiment, concrètement, eux, ils sont capables de le faire. Vous avez plein d'exemples comme ça, notamment dans la communauté catholique ces dernières années. Vous avez par exemple l'exemple de la ville au Texas qui s'appelle Saint Mary, donc qui est une ville aujourd'hui qui est quasiment peuplée ou contrôlée entièrement, si vous voulez, par des fidèles de la fraternité Saint-Pédis. Vous avez d'autres exemples comme ça, par exemple du côté même des sédévacantistes, ou même si vous allez à Cincinnati, c'est une ville où vous avez énormément de catholiques tradis, sédévacantistes, frateux ou
et que les ADI, Cincinnati, c'est assez particulier. Pareil, vous avez d'autres exemples comme ça dans le Nebraska ou ailleurs. Vous avez des coins comme ça où vous avez vraiment une implantation catholique communautaire assez considérable, et où vous avez une église, des écoles, même plusieurs églises, plusieurs écoles, des lycées, etc., des business tenus par des catholiques, et même d'une façon plus générale, au niveau de l'opinion publique conservatrice, patriote, etc. aux États-Unis, vous avez une capacité d'organisation politique et économique beaucoup plus importante qu'en France. Et là, je vais terminer là-dessus, parce que finalement, on a parlé justement de la barrière politique, du fait qu'effectivement, finalement, ce désir d'expatriation était aussi sans doute motivé par une forme de désespoir politique. Mais aussi, finalement, de désespoir économique. C'est clairement lié. Parce que clairement, si on manque de pouvoir politique aujourd'hui, évidemment, l'une des armes dont on a besoin pour reprendre le pouvoir, c'est quand même l'arme économique. Si on est vraiment réaliste jusqu'au bout, c'est l'arme économique qui est quand même très importante. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que, en raison justement de cette tendance naturelle aussi des Français, je veux dire, on a cet état d'esprit un peu individualiste, qui est pas forcément mauvais, je veux dire, c'est naturel, c'est dans l'esprit occidental. Moi-même, j'ai aussi un petit peu ce côté-là. Nous, en France, si vous voulez, on délègue un petit peu l'aspect communautaire, on le délègue à l'État. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est aussi une fonction de l'État, d'organiser la société, c'est une fonction naturelle de l'État. Mais parfois, je dirais qu'on a peut-être tendance à trop le laisser à l'État, surtout l'État actuel, l'État zombifié par le régime présent. Évidemment, ça pose un problème, parce que du coup, on a beaucoup de mal à nous organiser efficacement d'un point de vue ne serait-ce que économique. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Vous avez eu récemment donc cette fameuse cagnotte pour le policier donc de l'affaire de Nanterre. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en moins de 2 jours, l'opinion patriote en France, on va dire ça comme ça, a su s'organiser et lever 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros justement, pour ce policier. Je suis pas du tout un ennemi de la police. Au contraire, je suis un partisan, bien sûr, je suis un partisan de l'ordre, et donc je suis un partisan de l'institution policière. Ce qui est pas la même chose que d'être pour les flics, pour les bleus, de façon aveugle, comme on le voit chez certains. La police, comme je vous l'ai dit, c'est une institution, c'est un outil, tout dépend qui le manie. C'est sûr que quand nous, on le maniera, ça se passera un petit peu autrement, et ce seront pas les mêmes personnes, si vous voulez, qui seront visées. Peu importe, revenons au sujet. Tout ça pour dire que j'ai pu discuter avec certains policiers qui sont assez gênés, en fait, par cette cagnotte, je peux vous le dire, qui trouvent ça un petit peu déplacé, non pas qu'ils ne veulent pas soutenir le policier, mais clairement, en fait, cette cagnotte, ça a été plutôt un plébiscite anti-racaille et anti-gauchiste, clairement, ça a été ça, en fait. Mais tout ça pour vous dire que finalement, il y a un problème qui se pose, c'est que il n'y a pas de souci, il faut soutenir ce policier, voilà, sa famille, pas de problème, il va sans doute avoir des problèmes. Apparemment, là, j'ai vu un article récent qui montre qu'il va avoir des problèmes, sans doute, que le gouvernement ne veut surtout pas sembler lui donner un régime préférentiel ou je sais pas quoi, donc ils vont, à mon avis, le faire subir, ils veulent lui faire subir un peu le même sort, peut-être, que le policier de l'affaire George Floyd. Cependant, le problème, c'est que, finalement, à quoi elle va servir cette cagnotte? Je veux dire, à quoi elle va servir dans le futur? Quel projet efficient va-t-elle servir, en fait? Et tout le problème est là, c'est-à-dire que, c'est pour ça, en fait, si vous voulez, que moi j'ai monté le Fonds Saint-Mathieu, c'est que j'en avais marre de voir en fait, de voir cette espèce d'inefficience organisationnelle, surtout sur le plan politique et économique, dans nos milieux d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se crée vraiment de sérieux dans ce pays, enfin en tout cas dans nos milieux, quand on compare ça avec les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez, dans les milieux patriotes, nationalistes, catholiques ou autres, mais vous avez des moyens d'organisation économique et politique, mais largement supérieurs. Aux États-Unis, ils sont capables de financer des projets, mais si vous voulez, qui vont pas être juste pour se moquer des gauchistes. Non, ils vont avoir vraiment un pouvoir politique et économique concret sur des projets concrets, sur des projets durables, qui vont générer eux-mêmes de la valeur qui va pouvoir être mise au profit d'individus ou de familles qui vont vouloir aussi développer des choses. Et en France, j'ai l'impression qu'on est un peu incapable de faire ça. En France, on est vraiment très focalisé. On est vraiment très en retard parce qu'on est focalisé sur la guerre culturelle, des choses comme ça, ce qui est très bien, il faut le faire bien sûr. Mais à un moment donné, il faut passer aussi au stade supérieur. Parce que sinon, on stagne tout simplement. On stagne et effectivement, on finit par générer en fait ce phénomène de frustration et de désespoir politique. Donc moi, c'est pour ça que j'ai lancé le Fonds Saint-Mathieu il y a quelques mois. Et regardez comme c'est long, comme c'est fastidieux, comme c'est lent de lever quelques malheureux milliers d'euros pour lancer une initiative économique qui a pour but justement de durer dans le temps, de durer pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies même, et pour viser à des projets concrets, des projets économiques, des projets sociaux et des projets politiques. Mais pendant le même temps, on organise des cagnottes. Alors à la limite, celle-là, c'est pas la pire, mais vous avez plein d'autres initiatives comme ça, beaucoup plus frivoles, qui se font dans les milieux patriotes et nationaux.
voilà, moi ça me fait un peu halluciner, hein. On est vraiment en retard en fait, on est vraiment très en retard par rapport aux États-Unis où ils sont beaucoup plus réalistes. Donc voilà, tout ça pour dire que non, il ne faut pas fuir la France, il ne faut pas partir de France, sauf si bien sûr vous êtes pourchassé par la police politique, ça c'est autre chose, ou si vous avez bien sûr des obligations incompressibles. Mais voilà, pour la plupart d'entre nous, on sait très bien qu'on ne peut pas partir de France et que ce n'est pas du tout responsable en fait. Si on est un petit peu attaché à sa nation et qu'on souhaite faire en sorte que le règne du Christ refleurisse sur cette terre, eh bien sûr, on ne peut pas comme ça abandonner le navire. Il faut construire ici, il faut se développer ici, il faut simplement trouver les bons endroits et les bonnes stratégies. Vous voyez, c'est pour ça que, pour revenir au Font Saint-Mathieu, c'est pour ça qu'il y a cet aspect un petit peu, cette nature un peu pirate, un peu corsaire dans cette aventure-là, dans cette initiative-là. Parce qu'en fait, je vais vous le dire clairement, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Nous avons face à nous des pouvoirs politiques, des forces économiques, des forces culturelles qui sont extrêmement hostiles et qui, elles, sont très puissantes. Donc il faut avancer très prudemment. Il faut avancer très prudemment. C'est ça aussi qui explique peut-être le fait que ce soit long et plus dur pour nous, hein, parce qu'on évite justement de trop en faire sur la place publique. Nous avons cette obligation de sérieux qui justement nous empêche de faire comme d'autres et d'avoir un côté peut-être plus humoristique, plus guignolesque peut-être, hein. Je ne dis pas ça d'une façon péjorative, mais voilà. Nous, on essaie de faire des choses sérieuses. Donc encore une fois, non, c'est clairement pas à nous de quitter la France. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui devraient quitter la France, hein. Encore une fois, racaille du haut comme racaille du bas. Je pense que c'est peut-être à eux qu'il faut laisser la priorité, hein, pour l'émigration, voire la rémigration tout simplement. Mais voilà, il ne faut pas quitter la France. Pourquoi quitter ces merveilleux paysages? Restons dans le sérieux. Et surtout comprenons justement cette nécessité de nous organiser doctrinalement, politiquement, économiquement. Donc à la limite, rejoignez le Font Saint-Mathieu. Voici un projet sérieux, un projet durable, un projet qui cherche l'efficience sur le long terme et évitons le frivole. Voilà. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.